à toutes et à tous, bienvenue dans 100% Sénat. On s'intéresse cet après-midi à l'examen du projet de loi de finances 2026 et c'est le volet immigration qui est débattu aujourd'hui au Sénat avec notamment la question des crédits alloués à la mission immigration, asile, intégration, des crédits en hausse de 3,8% dans le budget 2026. On écoute ensemble les débats. Les sujets qui sous-tendent le budget de la mission immigration, asile et intégration sont considérés comme des questions de politique majeures, quelles que soient les travées de cet hémicycle, parce que la question migratoire est consubstantielle à l'avenir de notre pays à l'heure des bouleversements géopolitiques multiples, parce que le contrôle des flux migratoires est une préoccupation constante des Français. Cette année encore, notre pays est confronté à une pression migratoire sans précédent. La légère contraction constatée à l'échelle de l'Union européenne ne se ressent pas en France pour l'instant. 154 000 demandes d'asile ont été enregistrées en 2024 auprès de l'OFPRA. C'est un record historique. La même année, plus de 324 000 premiers titres de séjour ont été accordés sur le territoire français. C'est 5% de plus qu'en 2023. Pour 2026, le budget est en hausse. Les crédits demandés s'élèvent à 2,3 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 2,1 milliards d'euros en crédits de paiement, ce qui représente une hausse des autorisations d'engagement de 25% et de près de 4% des crédits de paiement par rapport à 2025. Ce budget marque donc un effort substantiel dans le contexte de réduction des dépenses publiques. Il traduit ainsi la volonté de ce gouvernement, ainsi que du précédent, de mener une politique migratoire plus rigoureuse. Cet impératif de maîtrise de nos frontières pour contrer résolument l'immigration clandestine a deux traductions budgétaires majeures en 2026. Tout d'abord, près de 85 millions d'euros sont alloués à la mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l'asile. Il offre des moyens juridiques aux États membres pour garantir des frontières extérieures sûres, avec des procédures rapides et efficaces, adaptées aux situations de crise majeure liées à un nombre massif d'arrivées irrégulières. Le pacte permet par exemple de soumettre à une procédure accélérée de demande d'asile à la frontière les migrants a priori peu susceptibles d'obtenir une protection internationale. Dans ce cadre, plus de 600 places vont être construites à la zone d'attente de Roissy-Charles de Gaulle avec des effectifs dédiés de l'OFPRA sur place pour se prononcer sur les demandes d'asile à la frontière. Ensuite, toujours pour lutter contre l'immigration irrégulière, le budget 2026 porterait une hausse conséquente des dépenses d'investissement à destination des centres de rétention administrative, les CRA, que j'avais appelé de mes vœux lors de mon récent rapport de contrôle sur l'extension des capacités d'accueil des centres de rétention. 160 millions d'euros sont consacrés, soit plus de 260% par rapport à 2025. Ces moyens semblent donc aujourd'hui à la hauteur pour atteindre l'objectif de 3 000 places de rétention dans l'Hexagone à horizon 2029. Alors, me direz-vous, l'abondement d'un budget ne constitue pas en soi une politique publique, et c'est vrai. Je suis bien consciente des défis à relever sur les multiples pans de la politique migratoire et à différents échelons. Le taux d'exécution des OQTF, même s'il a progressé à partir de 2024, est encore trop faible. À peine 11% des OQTF ont été exécutés cette année. Le taux de protection des demandeurs d'asile à l'issue de la procédure atteint 49%, ce qui pose nécessairement la question du dévoiement du droit d'asile sur notre territoire. Enfin, l'intégration liée à l'immigration légale est encore le parent pauvre de la mission. À peine 20% des crédits y sont dédiés. Toutefois, au regard du volume d'étrangers primo-arrivants, un certain réalisme budgétaire impose de trouver des solutions sans augmenter exponentiellement les moyens. Ainsi, depuis cet été, la formation linguistique des signataires du contrat d'intégration républicaine, le CIR, est entièrement dématérialisée, sauf pour les non-scripteurs et les non-lecteurs. Même s'il faudra être vigilant sur les conséquences de cette dématérialisation sur le niveau de formation en langue, elle permet toutefois de se conformer à l'exercice budgétaire. Il en va de même de la prise en charge par les étrangers des frais de passage des examens linguistiques et civiques introduits par notre Assemblée à l'occasion du vote de la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une analyse ligne à ligne des crédits. La question essentielle est de savoir quelle politique on met derrière ces dépenses. Nous espérons que la politique suivie sera toujours claire. Moins de pression migratoire, davantage d'éloignement, une meilleure intégration pour ceux qui résident régulièrement sur le territoire en attendant d'eux une connaissance de leurs devoirs. C'est dans le cadre de cette analyse que la Commission Finances propose l'adoption des crédits de la mission. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. La parole est à David Margueritte, rapporteur pour avis de la Commission des lois pour 3 minutes.
Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il m'appartient de présenter avec mon collègue Olivier Bitz l'avis de la Commission des lois sur la mission Immigration, Asile et Intégration. Cet avis est favorable pour plusieurs raisons. La première, c'est que le budget de la mission de 2,16 milliards, comme l'a rappelé ma collègue, soit un quart des crédits de l'ensemble des politiques migratoires, est un budget en progression. Il progresse en crédit de paiement de 3,8% et sur les autorisations d'engagement de plus de 25%. Il est conforme en cela à l'avis de l'an dernier de la présidente Muriel Jourda et d'Olivier Bitz. La deuxième raison, c'est la lutte contre l'immigration irrégulière. En effet, le contexte de pression migratoire record de l'année 2024, avec un nombre d'interpellations d'étrangers en situation irrégulière de 150 000, un nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État de plus de 463 000 et un nombre d'étrangers estimés en situation irrégulière de plus de 700 000, justifie des mesures énergiques. Ce contexte est également celui d'un éloignement qui progresse mais qui reste difficile. Il a progressé de 23% en 2025. Le nombre de QTF réalisés, lui, reste faible. Dans ce contexte, ma collègue l'a signalé il y a quelques instants, le plan CRA 3000 se dote de moyens suffisants pour tenir l'objectif non plus de 2027 mais de 2029, avec une augmentation du nombre de places de 340 en 2026. Les aléas fonciers et immobiliers expliquent le retard, comme nous l'ont confirmé nos différents interlocuteurs, avec une multiplication donc par 3 cette année des autorisations d'engagement en la matière. Les autres raisons sont bien évidemment la difficulté d'identification des étrangers et en particulier la difficulté avec l'Algérie, alors que 40% des étrangers en situation irrégulière dans les CRA sont d'origine algérienne. Le pacte migration et asile reconnaît une première traduction budgétaire dans la mission, avec une réserve de la Commission toutefois, puisque ce pacte devra s'appliquer à partir du 12 juin prochain, ce qui suppose le dépôt d'un texte rapide dès le début de l'année, et une traduction budgétaire de 34 millions dès cette année, qui n'est pas totalement conforme avec les premières estimations. La deuxième mission, dans la mission il y a l'asile. Par ailleurs, sur la question de l'asile, l'opérateur de l'État, l'OFPRA, voit ses moyens renforcés de 48 postes précisément, après une progression de 29 postes l'année dernière, pour accroître les délais de traitement, des délais de traitement qui restent aujourd'hui loin de l'objectif cible de 6 mois, à plus de 10 mois. Néanmoins, ce renforcement d'ETP semble aller dans la bonne direction et rend cohérent les politiques qui sont déployées en matière de réduction de l'hébergement comme en matière de réduction de l'ADA. Enfin, pour la CNDA, la territorialisation devrait porter ses fruits rapidement et mon collègue reviendra tout à l'heure sur la politique d'intégration. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, avant de donner la parole aux orateurs du groupe pour la bonne information de tous, je vous indique qu'il y a 31 amendements à examiner pour cette mission. La conférence des présidents a fixé la durée maximum de la discussion à 2 heures. Au-delà, conformément à l'organisation de nos travaux, décidée par la conférence des présidents et en accord avec la commission des finances, la suite de l'examen de cette mission sera reportée à la fin de la mission de la semaine. Par ailleurs, la conférence des présidents réunie mercredi 3 décembre a décidé que lorsque le nombre d'amendements déposés ne paraît pas pouvoir garantir l'examen serein dans les délais impartis, les temps de parole seraient fixés sur proposition de la commission des finances à 1 minute. S'agissant de la présente mission, le nombre d'amendements à examiner rapporté à la durée dont nous disposons aujourd'hui nous conduit du coup à devoir observer un rythme de 31 amendements par heure, ce qui est élevé. Aussi, afin de nous donner toutes les chances de terminer aujourd'hui l'examen de cette mission en application de la décision de la conférence des présidents, les durées d'intervention seront fixées à 1 minute. Dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps d'intervention générale et celui des explications de vote. Par ailleurs, le gouvernement dispose au total de 10 minutes pour intervenir. La parole est donc à notre collègue Hochart de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe pour 3 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Les débats qui s'ouvrent aujourd'hui sur la seconde partie du projet de loi de finances constituent, chacun le sait ici, un moment particulier.
Ils se dérouleront sans doute exclusivement dans notre Assemblée, mais ils n'en prennent que plus de sens. Ce budget est le dernier du double quinquennat d'Emmanuel Macron. Or, un dernier budget, c'est toujours l'heure du bilan. Sur le sujet de l'immigration, notre position est connue. Privilégier les nôtres avant les autres. Principe normal, principe républicain et pourtant principe bien peu appliqué. Alors examinons les textes du jour pour observer les résultats de 10 ans de gouvernement. 3 objectifs majeurs à la mission de ce jour et je vous en prie mes chers collègues, ne rigolez pas. Premier objectif, une approche maîtrisée de l'immigration. Où en sommes-nous ? Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 220 000 entrées en 2019 contre 330 000 entrées officielles, donc légales, en 2024. Une petite augmentation de 50%, signe indéniable d'une approche maîtrisée de l'immigration. Selon d'autres instances comme l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, c'est en réalité 500 000 entrées légales environ par an en un quinquennat, soit l'équivalent du département du Nord. Ainsi, si la part des étrangers représentait 10% de la population totale, ils sont aujourd'hui 11%, 16% d'augmentation, une immigration, là encore, maîtrisée. Comment encore parler de contrôle ? Comment ne pas y voir une véritable logique de peuplement, voire une forme de submersion migratoire ? Le pire, mes chers collègues, n'est pas en toutes ces données, mais dans la négation des volontés démocratiques de notre peuple, qui, de sondage en sondage, d'élection en élection, à droite comme à gauche, réclame une maîtrise effective de notre immigration, c'est-à-dire, disons-le franchement, sa drastique réduction. On objecte parfois que l'immigration serait indispensable à notre dynamisme économique, encore faudrait-il que ce soit vrai. À peine 20% des titres délivrés le sont pour des motifs économiques. L'immigration actuelle ne répond donc ni aux besoins de notre économie, ni à ceux de notre marché du travail. L'immigration actuelle, en revanche, contribue à la déstabilisation présente de notre système social, de notre culture et, in fine, de notre nation. Deuxième objectif de ce jour, l'intégration des étrangers en situation régulière. Chaque mot ici mérite son attention. Qu'en est-il de l'immigration irrégulière ? Les administrations comme les ministres peinent à en donner une estimation claire, entre 700 000 et 1 million de personnes, signe indéniable de l'impuissance publique sur ce sujet. Et que dire de cette notion d'intégration qui a désormais supplanté celle bien plus exigeante de l'assimilation ? Cet idéal qui, pendant des décennies durant, a su faire de femmes et d'hommes venus d'ailleurs des Français à part entière, partageant nos valeurs, nos mœurs et notre histoire. Alors que tant de Français sont issus de cette assimilation républicaine, les administrations et les élites du système ont depuis longtemps abandonné cet objectif pour la très anglo-saxonne intégration, créant un chapelet de communautés adverses et défaisant ainsi notre unité nationale. Le temps me manque malheureusement où j'aurais dû évoquer l'application odieuse du pacte asile et immigration, le détournement complet de notre système d'asile, la non-application des OQTF et les centaines de millions dispendiés dans des associations immigrationnistes, on en aura encore des exemples tout à l'heure. In fine, l'échec encore et toujours de cette politique, comme de toutes les autres, mais étant sans doute au vu de ses effets historiques et sociaux la plus importante. À nos concitoyens, je le dis, gardez courage, en 2027, nous arrivons. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Sophie Briante-Guillemont du groupe du Rassemblement démocrate et social et européen. Pour 4 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous examinons ce matin les crédits de la mission Immigration d'un montant de 2,24 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 2,16 milliards en crédits de paiement. Ces crédits progressent par rapport à la loi de finances pour 2025, un fait suffisamment rare pour être souligné. Mais cette hausse profite presque exclusivement au programme Immigration et Asile et plus précisément aux actions de lutte contre l'immigration irrégulière. D'emblée, mon groupe regrette cette orientation unique qui privilégie la logique répressive à l'intégration réussie. Dans le détail, l'action lutte contre l'immigration irrégulière voit ses autorisations d'engagement croître de 87% et ses crédits de paiement de 40%. Le gouvernement entend accélérer la création de nouvelles places en CRA, c'est un choix. Néanmoins, mon groupe considère que l'urgence résidait plutôt dans l'amélioration des centres actuels dont les conditions de rétention sont régulièrement dénoncées. J'aimerais d'ailleurs aborder un sujet évoqué par les rapporteurs dans leurs travaux. La rétention administrative est une politique fort coûteuse pour une efficacité très limitée. Le coût d'une rétention est chiffré à 16 200 € par retenue. De ce fait, la Cour des comptes recommande de miser davantage sur les retours volontaires, moins chers et surtout beaucoup plus respectueux de la dignité des personnes. Pour rappel, notre pays est le champion d'Europe de l'OQTF, avec plus de 100 000 décisions prononcées, pour le moment en 2025, pour un taux d'exécution très faible de l'ordre de 10%. La crispation diplomatique avec Alger, qui s'est concrétisée par l'arrêt de la coopération consulaire, ne va pas améliorer les choses. Surtout lorsque l'on sait, et ça a été rappelé, que 40% des retenus en CRA sont algériens. Chaque année, au moment d'examiner cette mission budgétaire, une même question revient. Quelle politique migratoire voulons-nous pour notre pays ? Une politique guidée par la peur, l'obsession du soupçon ou une politique fondée sur les droits, sur la dignité,
sur l'accueil et sur l'intégration. Depuis plusieurs mois, Monsieur le ministre, nous avons pu constater dans vos déclarations et vos prises de position quelques inflexions, une volonté affichée de rompre avec les outrances de votre prédécesseur, parfois même l'esquisse d'un discours plus ouvert sur les questions d'intégration. Mais lorsque l'on examine ce budget, ligne après ligne, une évidence s'impose derrière les nuances de ton. Vos choix politiques restent inchangés. Ce budget ne marque pas de tournant, il prolonge, au contraire, des orientations anciennes dont nous savons qu'elles sont inefficaces, coûteuses et brutales. Comme lors des débats précédents, transparaît la même constante, celle de dégrader les conditions d'accueil et de privilégier la répression. Le budget de la mission Immigration, Asile et Intégration augmente cette année de 3,83%. À première vue, cela pourrait sembler positif, mais cette hausse n'a rien d'une ambition nouvelle. Elle sert d'abord à financer la répression plutôt que l'intégration. Au passage, il y a quelque chose de cocasse à entendre les tenants de l'orthodoxie budgétaire, ceux qui nous expliquent qu'il n'y a jamais d'argent pour rien, jamais d'argent pour les retraites, jamais d'argent pour les prestations sociales, en découvrir subitement lorsqu'il s'agit de réprimer l'immigration. Ce choix a un coût budgétaire et un coût humain. Et malgré ces moyens supplémentaires, la politique d'expulsion que vous fixez n'atteint toujours pas ses objectifs, puisque seuls 11% des OQTF sont exécutés. Ce chiffre à lui seul révèle l'illusion d'objectifs aussi démesurés que déconnectés des réalités, car ce budget témoigne d'une dérive profonde. Vous traitez la politique migratoire comme un tableau Excel, des objectifs chiffrés, des ratios, des courbes à redresser, mais derrière ces chiffres, il y a des vies humaines. Et cette déshumanisation a des conséquences. Elle entraîne une dégradation continue de l'accueil, un accompagnement insuffisant et des atteintes répétées aux droits fondamentaux, notamment en matière d'hébergement. Ensuite, vous faites de l'accélération des procédures d'asile une priorité absolue. Réduire les délais peut sembler légitime, mais lorsque l'on propose d'aller plus vite avec des moyens constants ou insuffisants, ce sont les droits fondamentaux qui se fragilisent, avec des demandeurs d'asile qui n'ont plus le temps nécessaire pour constituer un dossier solide. Cette politique épuise également les agents de l'OFPRA. Le manque de moyens, conjugué à la pression quantitative, les enferme dans une politique du chiffre et fragilise le droit d'asile au lieu de le protéger. Et comme si cela ne suffisait pas, vous poursuivez l'extension de la rétention administrative en proposant une augmentation du nombre de places en centre de rétention administrative pour atteindre les 3000 places en 2026. Là encore, la même logique prévaut, alors même que cette politique coûteuse et brutale n'a jamais démontré son efficacité. Mes chers collègues, l'an dernier déjà, nous dénoncions cette contradiction fondamentale. Vous dites que l'immigration doit être mieux organisée, mais vous consacrez l'essentiel des moyens à la répression. Vous dites que l'intégration est essentielle, mais vous ne la financez pas. Vous dites que l'asile est un droit, mais vous réduisez de facto l'accès à ce droit. Rien n'a changé. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre les crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Guy Benaroche du groupe écologiste Solidarité et Territoire pour 4 minutes. C'est à vous, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, Madame la rapporteure, chers collègues. Ce budget traduit du point de vue comptable et financier une politique, une vision de ce gouvernement sur les étrangers, globalement. Sans surprise, dans la droite, très droite ligne des précédents gouvernements, cela reflète une série de fantasmes idéologiques sur un sujet à la fois sérieux, important, clairement sensible aux yeux de l'opinion publique. Baisser la pression migratoire dans notre civilisation, dans notre monde. Êtes-vous sérieux, en fait, en affirmant un certain nombre de choses de ce type-là? Êtes-vous sérieux, aujourd'hui, en pensant que nous allons diminuer les mouvements migratoires dans notre civilisation et dans notre monde? La répétition, c'est de la pédagogie. L'asile est un mécanisme de protection pour des personnes fuyant des dangers et des persécutions dans leur pays. Nous avons su très bien réagir à un moment donné avec les réfugiés ukrainiens en mettant en place la procédure particulière qu'il a été, qui pour nous semble tellement normale que nous nous étonnons de ne pas l'avoir appliquée à l'ensemble des demandeurs d'asile. Comment ne pas pouvoir leur permettre de travailler dès le dépôt de la demande d'asile? Pourquoi ne pas utiliser les mêmes méthodes exceptionnelles qui ont été celles que nous avons développées et nous avons su le faire au moment de l'arrivée des réfugiés ukrainiens? Comme un gimmick de répétition,
le gouvernement, pour la 4e année consécutive, baisse les crédits pour l'allocation des demandeurs d'asile. 36% en moins, puis 10%, puis 16% les dernières années, et encore cette année. Baisse qui n'est bien entendu absolument pas corrélée à la baisse des demandeurs d'asile. Vous l'avez dit vous-même, ils ont encore augmenté d'une manière assez sensible cette année. Alors le gouvernement dit et répète, sa priorité c'est la lutte contre l'immigration irrégulière. Dont acte. Mais pour ce faire, monsieur le ministre, vous ne marchez que sur une jambe. Le volet intégration, mes collègues l'ont très bien dit avant, vous le négligez totalement. Une dérive, c'est une dérive qui, au-delà de son aspect idéologique, se fait au détriment d'un meilleur accompagnement des nouveaux arrivants, au détriment de l'accès aux droits des étrangers, au détriment de l'intégration que pourtant vous annoncez porter comme les précédents gouvernements. Un exemple criant est la baisse de près de 2,5 millions des crédits dédiés à l'hébergement des demandeurs d'asile. À rebours d'ailleurs de la promesse initiale, je le rappellerai, du président Macron à Orléans en 2017. Mais les promesses du président Macron, c'est un autre sujet. Cette précarisation pousse les demandeurs d'asile à se reporter sur les places d'hébergement d'urgence de droit commun ou dans les bras de marchands de sommeil que nous condamnons, que vous condamnez. Mais soyons logiques dans nos démarches. La priorité du gouvernement est donc de continuer la construction effrénée d'écrans. Bon, bien que vous ayez révisé à la baisse quand même les ambitions prévues pour 2027, parce qu'à un moment donné, bien entendu, ce qui est dit par les ministres se trouvent confrontés aux obligations budgétaires, et donc à un moment donné, ça se voit que ce qui est annoncé ne va pas pouvoir être réalisé. Je le répète, cette rétention est d'une utilité et efficacité plus que limitée. L'augmentation de la durée de rétention n'améliore pas les expulsions, vous le savez. Seule la diplomatie peut nous aider sur le sujet des expulsions pour les EQTF. Et vous savez aussi que les éloignements forcés coûtent 4 fois plus cher que les mesures d'accompagnement au départ volontaire. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, mais peu de temps devant moi. Je pourrais parler aussi du parcours semé d'embûches de tous les étrangers face aux procédures administratives, qui les met finalement à un moment donné, en raison de ces procédures, dans des situations d'illégalité, de travail au noir, de déstabilisation de leur statut administratif, que ce soit pour l'obtention d'un rendez-vous en préfecture, pour accéder à un titre de séjour, pour un renouvellement. L'irrégularité est créée par nous-mêmes, elle est créée par la difficulté ou par l'impossibilité que nous avons à le faire. Je ne parlerai pas de la formation, vous en avez très bien parlé, ni du reste de mon intervention. Je dirais donc, chers collègues, que moins d'intégration réussie, pas plus de réussite face à l'immigration irrégulière et l'idéologie claire de vouloir arrêter les mouvements migratoires dans le monde. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur le ministre Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, pour 10 minutes. Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la rapporteure spéciale de la Commission des Finances, Messieurs les rapporteurs pour avis, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Après l'examen des crédits de la mission Administration générale et territoriale de l'État, samedi, je suis aujourd'hui devant vous pour présenter la mission Immigration, Asile et Intégration. C'est une satisfaction pour moi car le projet de loi de finances pour 2026 vient traduire 2 véritables priorités. Il s'agit d'un projet de budget au service de la sécurité des Français, du renforcement de la présence de l'État dans les territoires et d'une politique de l'immigration au cœur de nombreux défis. Qu'il s'agisse du respect de nos obligations européennes, du renforcement des capacités de rétention ou encore de la poursuite des actions engagées en faveur de l'intégration et de l'accueil des demandeurs d'asile. Pour mémoire, le projet de loi de finances prévoit de porter le budget du ministère à 24,5 milliards d'euros l'an prochain, soit une hausse de 587 millions. C'est la raison pour laquelle l'adoption du projet de loi de finances est essentielle. Elle conditionne l'octroi des ressources nécessaires à nos forces de sécurité et de secours. La mission Immigration, Asile, Intégration doit atteindre 2,16 milliards d'euros dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, soit une augmentation de 80 millions d'euros par rapport à 2025. Les crédits de la mission se répartissent de la façon suivante, 1,79 milliard d'euros pour le programme 303, Immigration et Asile, soit une augmentation de 77,5 millions d'euros par rapport à 2025, et 368,5 millions d'euros pour le programme 104, Intégration et accès à la nationalité, soit une augmentation de 2,5 millions d'euros.
Ces crédits doivent tout d'abord permettre la mise en œuvre de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, mais aussi les 2 lois du 11 août 2025. La première visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive. La seconde portant programmation pour la refondation de Mayotte. Ces moyens budgétaires doivent également accompagner la transposition du pacte européen sur la migration et l'asile, dont l'entrée en application est prévue, je le rappelle, en juin 2026, et constitue un enjeu majeur de financement pour 2026. Pour rappel, ce nouveau cadre juridique porté par la France a pour objet de réformer en profondeur la politique migratoire européenne, visant ainsi à mieux sécuriser les frontières extérieures de l'Union et rendre plus efficiente la gestion de l'asile, en tendant vers une harmonisation des conditions d'accueil pour limiter les mouvements secondaires au sein de l'Union. Il se traduit en particulier par la mise en place d'une procédure d'asile aux frontières extérieures assortie d'une capacité adéquate de places d'hébergement mobilisables, ainsi que par la réforme de Dublin. Il prévoit également la mise en place d'un nouveau mécanisme de solidarité et l'adaptation du régime des conditions matérielles d'accueil et la refonte du système d'information Eurodac. Le pacte implique un effort budgétaire significatif, estimé à plus de 72 millions d'euros en crédit de paiement sur la mission en 2026. En outre, la création de 150 nouvelles places en zone d'attente pour se conformer aux nouvelles procédures est budgétée. En matière d'immigration, la stratégie de l'État se concentrera sur l'amélioration des contrôles, la lutte contre la fraude documentaire, avec par exemple l'utilisation proportionnée de la biométrie, la lutte contre le détournement des procédures, la lutte contre les filières, le renforcement des contrôles aux frontières et la dynamisation de la politique d'éloignement. Pour cela, les crédits de lutte contre l'immigration irrégulière sont maintenus dans le projet de loi de finances pour 2026 à un niveau supérieur à 170 millions d'euros de crédits de paiement hors immobilier. Dans le cadre de cette lutte contre l'immigration irrégulière, l'effort important se poursuivra pour concrétiser le plan ambitieux d'ouverture de places en centre de rétention administrative, prévu par la LOPMI, dite plan CRA 3000. 2 nouveaux CRA seront ainsi livrés en 2026, Bordeaux et Dunkerque, alors que la construction de 2 nouveaux CRA sera engagée à Béziers et à Nantes. De plus, ces efforts sont intensifiés avec le renforcement en 2026 des capacités d'accueil de plusieurs centres de rétention, notamment à Rennes et à Metz. Au total, sont ainsi budgétisés en 2026 plus de 266 millions d'euros en autorisations d'engagement et 156 millions d'euros en crédit de paiement sur la brique immobilier des CRA. Par ailleurs, je rappelle qu'il est prévu à Mayotte la construction d'une zone d'attente, de même que des unités de vie familiale votées dans la loi refondation de Mayotte. En matière d'intégration, la loi du 26 janvier 2024 a modifié significativement l'approche en passant d'une obligation de formation à une obligation de résultat. Son article 20 prévoit qu'au plus tard le 1er janvier 2026, les étrangers souhaitant demander une carte de séjour pluriannuelle devront avoir atteint le niveau de langue A2 et avoir réussi un examen civique. Il en ira de même pour les demandeurs d'une carte de résident avec des exigences accrues, B1 en matière linguistique. La France se met ainsi au même niveau d'exigence que la plupart des pays européens. Ces mesures ont été étendues aux procédures d'accès à la nationalité par décret du 15 juillet dernier, niveau B2 en matière linguistique, et entreront en vigueur le 1er janvier 2026. Les formations linguistiques et civiques délivrées par l'OFII dans le cadre du contrat d'intégration républicaine sont donc adaptées en conséquence dans la budgétisation 2026. Concernant les bénéfices de la protection internationale, le déploiement sur l'ensemble du territoire hexagonal du programme d'accompagnement global et individualisé des réfugiés, dit programme AGIR, s'est achevé à la mi-2025, permettant d'accélérer leur accès aux droits, à l'emploi et au logement. Ce nouveau guichet départemental a pour ambition de mieux coordonner l'ensemble des acteurs locaux de l'intégration, services publics de l'emploi, de l'hébergement, du logement, de l'insertion, acteurs associatifs. Il vise aussi à s'articuler au mieux avec les dispositifs de droit commun et programmes spécialisés afin d'améliorer leur efficacité et éviter les redondances comme les doubles financements. Ces premiers résultats à consolider sont positifs dans l'atteinte des objectifs fixés, même s'il doit être amplifié l'accès en logement et à l'emploi. Actuellement, une file active de 25 000 personnes peuvent bénéficier du programme. C'est cette même file active qui sera financée en 2026, année au cours de laquelle un nouveau accord cadre sera lancé pour consolider le dispositif. Enfin, j'en terminerai par là, l'effort
budgétaires pour déployer les grands programmes numériques d'administration des étrangers en France, de France Visa et des frontières fluides et sécurisées. Ce programme sera renforcé à plus de 82 millions d'euros, soit plus de 8 millions d'euros par rapport à 2025, pour moderniser et rendre plus accessible le service public aux usagers, mais aussi faciliter et renforcer les contrôles par les agents des préfectures, des forces de sécurité intérieure et des douanes. Ainsi, la lutte contre l'immigration irrégulière s'accompagne d'un investissement dans les dispositifs destinés à corriger la vulnérabilité des titres et à améliorer les contrôles ciblant les filières d'immigration clandestine. Comme vous pouvez le constater, ce budget 2026 traduit pleinement la politique que je compte conduire, que le gouvernement compte conduire en matière migratoire, qui s'inscrit dans la continuité de celle portée par mes prédécesseurs et qui repose sur 2 piliers, humanité et fermeté. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration figurant à l'état B. Je suis saisi d'un amendement 1556. Monsieur Cambier. Défendu. Madame la rapporteure. Oui, retrait car il est très général et on peut donc, sur une mission, on vient de dire qu'on se félicite de l'augmentation des crédits, accepter cet amendement. Sur le régalien, on demande effectivement des efforts particuliers. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Monsieur le Président, demande de retrait pour les mêmes motifs. Voilà, ça viendrait obérer significativement les politiques que nous menons et que je viens de décrire. Merci, Monsieur le sénateur. Retrait ou maintien? On est en effet limité en termes de temps, c'est vrai, mais on est sur du domaine vraiment régalien. Soit on en prend la compétence complètement, soit on la met en délégation de service public. Première raison, par humanité, parce qu'on veut un traitement approprié. Et la deuxième raison, c'est parce que, comme on le dit tous, on est un État impécunieux et c'est répété à longueur de journée. Il faut bien qu'on fasse un minimum d'efforts. Merci. Je vais donc mettre au vote cet amendement avec un double avis de retrait. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous passons à cet amendement faisant l'objet d'une discussion commune. Le 725, Monsieur Hochart. Monsieur le Président, dans le contexte actuel de difficultés financières de l'État qui a été largement rappelé, il est impératif de procéder à des économies généralisées. Cela doit concerner absolument tous les secteurs, y compris les demandes d'asile. L'amendement que nous proposons vise donc à rationaliser les dépenses publiques allouées à l'accueil des demandeurs d'asile. Il prévoit donc une réduction de 5% du budget à l'allocation pour les demandeurs d'asile, ainsi qu'une diminution de 30% des crédits dédiés à l'hébergement des demandeurs, ces derniers ayant d'ailleurs augmenté de 42% par rapport à la loi de finances de 2025. Je vous remercie. Vous pouvez soutenir l'autre? Je vais défendre le 717. Du coup, les demandes d'asile en France sont actuellement formulées et traitées sur le territoire national, ce qui entraîne des coûts importants pour la gestion de la situation administrative des demandeurs. Cette situation pourrait être en grande partie prise en charge dans les pays d'origine au sein des ambassades et consulats français, permettant ainsi de rationaliser les dépenses publiques. Dans ce contexte, les autorisations d'engagement programmées pour 2026 connaissent une augmentation de 22% par rapport à la loi de 2025. Et pour le 712, défendu, Monsieur le Président. Très bien, nous passons donc au 1582, Monsieur Benaroche. Merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement-là est au sujet des allocations des demandeurs d'asile. Comme j'ai pu le mentionner tout à l'heure dans la discussion générale et aussi les années précédentes d'ailleurs, la baisse des crédits pour l'allocation de demandeurs d'asile est un non-sens. Tout d'abord, c'est à rebours de ce qu'on a su démontrer par exemple avec l'accueil des Ukrainiens. Et en plus, l'ADA est un droit, en fait, celui de toute personne sollicitant la protection de la France de pouvoir vivre dignement le temps de l'examen de sa demande. Derrière ces crédits, il y a donc, comme l'a rappelé tout à l'heure notre collègue Brossat, des femmes, des hommes, des familles qui, souvent sans hébergement, dépendent de ce soutien minimal pour se nourrir, pour se déplacer, pour accéder à leurs soins. Réduire ces crédits revient à fragiliser davantage des vies déjà marquées par la précarité, à dégrader les conditions d'accueil que notre nation s'est engagée à garantir. La France ne peut donc pas construire sa politique d'asile sur l'austérité et la défiance. Elle doit rester fidèle à l'esprit du droit d'asile. Aussi, nous demandons simplement à ce qu'à minima, les crédits de l'ADA reviennent à ceux de l'an dernier. C'est l'objet de cet amendement. Chers collègues, nous passons donc à l'amendement 890, Madame Narassiguin.
Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Benarroche vient de défendre un amendement similaire concernant l'augmentation de l'enveloppe ADA pour être à un niveau conforme aux besoins. Donc je ne m'étendrai pas plus sur la question, simplement rappeler, comme l'avaient dit d'ailleurs les rapporteurs, qu'il y a d'autres facteurs qui doivent être pris en compte, notamment la mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l'asile à compter du juin 2026. Et de plus, nous avons un nombre croissant de demandeurs d'asile et qui ne bénéficieront pas de solutions d'hébergement, ce qui signifie une allocation d'un montant supérieur. Et si vous le voulez bien, je défends l'amendement suivant concernant donc le parc d'hébergement des demandeurs d'asile qui est annoncé en baisse. Donc un budget 2025 qui avait déjà supprimé quelques 6500 places et maintenant un budget qui prévoit d'en supprimer environ 2000. On va donc avoir une diminution du parc d'environ 1400 places en tenant compte de la création indispensable de 500 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile à Mayotte. Et donc ça ne répond pas aux besoins. Merci. Merci Madame la sénatrice. Monsieur Benarroche, pour le 1579, il est défendu ? Cet amendement est la traduction de ce que nous avons soulevé dès la mission d'ailleurs de cohésion et dans la discussion générale sur la quantité des places d'hébergement d'urgence disponibles. Les gouvernements successifs semblent même s'accorder pour empirer les conditions qui pourraient permettre qu'aucun demandeur d'asile ne dorme à la rue. Je n'apprends rien à personne en fait aujourd'hui en rappelant que le SAMU social est saturé, que l'hiver comme l'été, trop de personnes précaires ne trouvent pas d'endroit pour s'abriter. Je rappelle aussi que pour les demandeurs d'asile, seuls 65% ont été hébergés en 2024. Aussi, notre groupe, à l'écoute des acteurs de terrain, comme la Fédération des acteurs solidaires, souhaite rétablir les 6429 places d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Compter sur les places d'hébergement d'urgence de droit commun est un calcul que nous trouvons cynique, que nous ne pouvons pas soutenir. Cela pèserait beaucoup trop sur un système déjà structurellement en déficit. Merci Madame la rapporteure. Quel est l'avis de la Commission sur l'ensemble de ces amendements ? Alors, sur l'ensemble de ces amendements, ce sera un avis défavorable pour des raisons qui ont déjà très bien été expliquées par les différents intervenants et en particulier Muriel Jourda, qui rappelait l'augmentation des ETP à l'OFPRA, considérable cette année et l'année dernière aussi. On est à plus de 80 ETP supplémentaires. C'est quand même suffisamment significatif et exceptionnel pour être souligné. Cela permet d'ailleurs de vérifier chaque année que dans notre mission, comme les délais sont non pas réduits, mais se stabilisent quand même s'ils ne sont pas sur l'objectif, sur une durée assez strict des délais d'instruction des demandes d'asile, eh bien, ça permet les économies nécessaires. Et je rappelle quand même, puisque vous nous faites le couplet de la maltraitance, que même si nous votons ce budget, pour autant, les allocations seront touchées par les demandeurs d'asile. Donc, ça n'aura pas de conséquences sur ces demandeurs. Et aussi, sur l'hébergement d'urgence, il faut bien savoir lire le budget. L'hébergement d'urgence, il est en fait transféré dans les CADA, donc l'hébergement reste à un niveau qui est important. Après, il faut avoir une politique migratoire qui aussi correspond aux moyens qu'on peut déployer, et là-dessus, nous ne serons jamais sur le même plan que vous, où les moyens doivent s'adapter à la demande, parce que finalement, vous n'avez pas derrière ce budget une lecture où vous avez une politique migratoire autre que de laisser rentrer tout le monde et de n'en faire ressortir personne. Ça, c'est pas nos options. Merci, Monsieur le Ministre. L'avis du Gouvernement. Merci Monsieur le Président. Donc, pour l'ensemble de ces amendements, concernant tout d'abord donc les crédits de l'ADA, redire, comme ça vient d'être dit, qu'il y a des efforts évidemment qui ont été réalisés, et je ressouligne et je redis, donc on a 48 ETP qui sont affectés à l'OFPRA, c'était 29 l'année dernière, et ce qui permet évidemment d'avoir une gestion plus fine et de réduire les dépenses. Donc nous sommes évidemment, je suis défavorable à cet amendement. Concernant les places d'hébergement, donc je redis ce qui vient d'être dit, et notamment je souligne que le nombre de places est ainsi passé quand même de 82 762 en 2017 à 113 258 en loi de finances initiale pour 2025. Et donc je rappelle qu'il existe également le dispositif d'allocation pour demandeurs d'asile majoré, donc à 7,40 € par jour, pour ceux qui ne bénéficient pas d'hébergement. Et concernant l'allocation donc pour demandeurs d'asile
inscrite au projet de loi de finances. Je redis à monsieur le sénateur Benarroche qu'elle est établie sur la base des sous-jacents de cette demande, des estimations que nous faisons, et qui intègre également la meilleure gestion qui est prévue avec les recrutements supplémentaires à l'OFPRA. Donc voilà, pour nous, il est donc défavorable pour l'ensemble des amendements. Merci, monsieur le ministre. Je vais donc mettre au vote l'amendement 725 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Même vote pour le 717. Même vote pour le 712. Même vote pour le 1582. J'étais bien essayé. Qui est pour? Avec un double avis défavorable, pardon. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Même vote pour le 890. Même vote pour le 885. Même vote pour le 1579. Ils sont donc rejetés. Nous passons au 798. Madame Briante-Guillemot, pardon. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui propose de renforcer les capacités d'hébergement en CADA et en centre d'accueil et d'orientation afin de répondre à la tension persistante qui pèse sur le dispositif national d'accueil. Une partie importante des demandeurs d'asile ne parvient pas à accéder à une place dédiée et se retrouve orienté vers l'hébergement d'urgence qui est déjà très sollicité ou directement sans solution. Cette insuffisance complique la gestion des procédures, fragilise la mise en œuvre du droit d'asile et accroît la précarité des personnes concernées. Ces constats montrent qu'un renforcement des capacités d'hébergement n'est plus seulement souhaitable, mais indispensable pour garantir un accueil digne et une gestion efficace des demandes. Je vous remercie. Merci, madame la rapporteure. Quel est l'avis de la commission? Même avis défavorable. Mais, pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Monsieur le ministre. Même avis que tout à l'heure, sont les mêmes motifs défavorables. Très bien, je vais donc mettre au vote cet amendement 798 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous passons au 888, madame Narassiguin. Oui, Monsieur le Président, il s'agit là du parc d'hébergement pour les bénéficiaires de la protection temporaire, donc les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Et c'est une réduction qui est encore plus marquée, crédits qui ont été largement amputés ces 2 dernières années avec des conséquences très concrètes pour les réfugiés ukrainiens. Un parc d'hébergement mis en place à partir de 2022 pour faire face à l'arrivée des personnes fuyant la guerre, qui a compté jusqu'à 30 000 places, il comptait encore 8 000 places fin 2024 et n'en compte plus que 4 000. Il est encore annoncé à la baisse pour 2026 au prétexte de s'adapter aux besoins réels, alors que nous savons qu'il y a de plus en plus d'Ukrainiens qui sont confrontés à des difficultés d'hébergement à mesure que les places sont supprimées. La presse quotidienne régionale en fait régulièrement le constat sur l'ensemble du territoire. Donc, pour mettre un coup d'arrêt à cette situation indigne dans notre pays, cet amendement propose de doubler les crédits alloués à l'hébergement des réfugiés ukrainiens. Merci, madame la députée, madame la sénatrice. Madame la rapporteure, pardon. Oui. Les projections paraissent permettre de s'en tenir à ce qui est prévu dans le budget. Je voudrais souligner que, contrairement à ce que vous dites sur les Ukrainiens, on a eu une politique cohérente, c'est-à-dire de ne pas les maintenir de façon permanente dans du logement d'urgence, mais au contraire de trouver que le logement d'urgence, il est temporaire et ensuite des solutions plus pérennes sont trouvées. Donc l'avis est défavorable. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Pour les mêmes motifs, avis défavorable, puisque le projet de loi de finances qui vous est présenté prévoit déjà des financements de l'allocation pour demandeurs d'asile des bénéficiaires de la protection temporaire d'Ukraine. Donc voilà, donc même avis défavorable, le besoin est déjà satisfait. Très bien, je vais donc mettre au vote cet amendement 888 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous passons au 887, madame Narassiguin. Oui, il s'agit là des solutions d'hébergement alternatives au placement en zone d'attente pour les mineurs étrangers. L'un des rares mérites de la loi immigration et rétention est d'avoir interdit le placement en rétention des mineurs de 18 ans. Cette mesure a depuis été remise en cause pour le territoire de Mayotte, mais surtout, elle ne s'applique pas aux zones d'attente dans lesquelles les mineurs étrangers peuvent toujours être retenus dans des conditions aussi dégradantes que lorsqu'ils l'étaient dans les CRA. Le 16 octobre 2025, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a publié son rapport d'enquête concernant la violation par la France de ses obligations internationales en matière de respect des droits des enfants. Le comité y affirme que les conditions dans les zones d'attente des aéroports où les enfants sont confinés dans un territoire spécifique sont similaires à celles d'un centre de rétention fermé. Et donc, c'est pour ça que nous prévoyons des moyens pour les sortir de ces zones d'attente. Merci, madame la sénatrice. Madame la rapporteure, avis de la commission.
Oui, alors c'est une demande de retrait, non pas que le débat soit illégitime, mais parce que ce n'est pas dans le cadre, on ne peut pas en débattre dans le cadre du projet de loi de finances. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, même avis, demande de retrait, en rappelant quand même que pour ces mineurs étrangers placés en zone d'attente à Roissy, donc on a un dispositif avec la Croix-Rouge qui a donné lieu à une convention et qui donne pleinement satisfaction. Et la Croix-Rouge met à disposition des médiatrices qui sont présentes auprès des jeunes. Donc voilà, il me semble donc, outre la demande de retrait, vous dire que la demande, le besoin est pleinement satisfait. Merci. Je vais donc mettre au vote cet amendement 887 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous passons à 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 722, Monsieur Hochart. Oui, Monsieur le Président, une petite source d'économie. Effectivement, les subventions versées aux associations d'aide aux migrants, ça représente environ plus d'1 milliard d'euros sur l'année. On propose de baisser à 400 millions d'euros, de 400 millions d'euros, sachant que ces subventions que l'État verse à ces associations servent souvent à porter plainte contre l'État, souvent à ralentir l'expulsion des OQTF, et donc c'est de l'argent que l'État français pourra récupérer. L'amendement 359, Monsieur Cambier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. On est bien en effet sur la même logique, on a une compétence régalienne que celle-ci et pourtant l'État n'assume pas ses responsabilités jusqu'au bout. Il se soulage à des structures ou sur des structures en dehors des délégations de services publics qui parfois pourraient poser un certain nombre de questionnements légitimes. Donc cet amendement vise à vous pousser à porter vous-même l'accompagnement de l'immigration. Et enfin, puisque tous déplorent le déficit et n'assument pas le choix financier, cet amendement propose 244 millions d'économies. Merci. Madame Goulet pour l'amendement numéro 300. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs et Madame les rapporteurs, il n'y a pas les gentils et les méchants dans cet hémicycle. Il y a aussi des problèmes qui peuvent se poser. Nous avons eu ce même amendement et cette même discussion l'année dernière exactement sur le même sujet avec des associations qui bénéficient de subventions importantes et qui sont des associations militantes. Voilà. Et donc, on a eu un contrôle budgétaire tout à fait intéressant au sein de la commission des finances grâce à notre rapporteur. Le sujet n'est pas clos. La réforme de l'OFII est nécessaire. On a vu une translation des frais d'avocat, notamment qu'on essaye de translater précisément et de déplacer de façon à mieux les contrôler. Donc moi, j'estime que l'argent du contribuable ne doit pas servir à des associations militantes et c'est la raison pour laquelle je propose une diminution du budget concerné. Merci Madame la Sénatrice. Monsieur Hochart, le 729, et je vous propose de défendre également le 711 dans la suite. Défendu pour les deux, Président. Merci. Madame la rapporteure, avis de la Commission pour ces 5 amendements. Oui, alors ce sont des avis défavorables, même si je partage un certain nombre de propos et d'observations qui sont faites. D'abord, sur les associations, je dirais il y a des choses à distinguer. Il y a des missions qui relèvent notamment de l'hébergement et de l'apprentissage du français, où là, le recours aux associations peut s'entendre et où, effectivement, Madame Goulet, vous le notiez, la Cour des comptes a surtout pointé le fait que ce ne sont pas les associations qui sont fautives, c'est l'absence de contrôle et les conditions dans lesquelles on les sollicite, parce que la pression migratoire est telle qu'en fait on pousse les associations presque à la faute et on les met dans des situations d'extrême difficulté où elles sont shootées aux subventions annuelles et donc avec un État qui, au travers du rapport de la Cour des comptes, avoue que les contrôles sont totalement inexistant. Et puis ensuite, il y a le sujet du régalien, sur lequel d'ailleurs d'autres amendements reviendront, des amendements d'appel qui sont faits d'ailleurs pour des raisons contraires, pour demander au gouvernement s'il compte toujours s'appuyer sur des associations pour assurer notamment la défense des droits de ceux qui sont dans les centres de rétention. Et là, moi, on connaît mon point de vue, l'auteur d'une PPL qui demandait que les associations militantes ne puissent plus assurer l'assistance juridique pour les retenus en centre de rétention, puisque c'est difficile de jouer ce rôle quand on est pour la disparition des centres de rétention et quand on est contre, et c'est leur droit le plus strict sur l'éloignement. Et j'insiste à nouveau, Monsieur le Ministre, je vous ai posé déjà cette question au gouvernement, de savoir s'il est normal de mettre dans ce budget
toute la volonté du gouvernement pour lutter contre l'immigration irrégulière en augmentant considérablement les crédits d'investissement pour les centres de rétention. On est sur des centaines de millions. Les centres de rétention, effectivement, ça coûte cher, mais ça fonctionne. Et de l'autre côté, de donner aussi de l'argent public pour des associations, alors que c'est un choix que l'État a fait, certes, depuis l'origine des centres de rétention, de mettre à demeure dans ces centres de rétention des associations qui font en sorte que 7 retenus sur 10 sortent, non pas parce qu'on a des difficultés à les faire partir dans leur pays, mais parce que ce sont des décisions juridiques qui empêcheront l'éloignement. C'est une question fondamentale et là-dessus, je vous demande de nous dire si vous porterez à l'Assemblée nationale cette PPL qui a été adoptée très largement par notre Assemblée. Je vous remercie de votre réponse. Merci. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, sur l'amendement, sur cette série d'amendements en eux-mêmes, donc avis défavorable, comme vient de le dire Madame la rapporteure. Ce sont des associations qui ont toujours accompagné l'État en matière de gestion, d'accompagnement des demandeurs d'asile, avec lesquels on a des conventions, des cahiers des charges. Donc, évidemment, sans doute faut-il encore en améliorer le contrôle, bien évidemment. Mais donc, avis défavorable, ce serait catastrophique de réduire ces financements, compte tenu de leur implication dans l'accompagnement de la gestion des demandeurs d'asile. Et je note d'ailleurs que dans la motivation des uns et des autres, en réalité, ce qui semble être ciblé, c'est plutôt l'assistance juridique qui est dispensée aux personnes qui sont en retenue administrative et pour lesquelles, effectivement, on aura l'occasion d'en discuter plus tard, parce qu'il y a un autre amendement qui vient sur ce sujet, je ne dégage pas en touche, mais sur Madame la rapporteure, sur la question que vous me posez, évidemment, il faut qu'on regarde ça de très près. Oui, il y a des associations qui font parfois des recours sans même l'accord des personnes qui sont en retenue, donc c'est une difficulté et je peux vous confirmer qu'on va y travailler et je vous répondrai très clairement tout à l'heure. Merci Monsieur Benarroche. Et défavorable. Oui, j'avais noté Monsieur. Merci Monsieur le Président. Merci d'abord Monsieur le Ministre d'avoir rappelé quand même que l'application des associations est tellement importante et essaye tellement de veiller à subvenir aux carences de l'État dans ce domaine comme dans d'autres, qu'en fait, s'en passer serait catastrophique aujourd'hui dans ce domaine-là. Comme ce serait catastrophique, Monsieur le ministre doit le savoir aussi, puisqu'il s'en occupe, de se passer des associations pour l'assistance aux familles qui vivent dans des endroits où le narcotrafic se développe, ou à l'assistance des familles victimes du narcotrafic. Aujourd'hui, ce n'est pas la faute des associations qui, si elles sont amenées à pallier les carences de l'État dans un certain nombre de domaines. Si elles n'existaient pas, nous ne discuterions pas du déficit budgétaire actuel. Il serait le double, le triple aujourd'hui. Donc pensez qu'en diminuant des subventions ou qu'en diminuant la participation des associations, on pourrait économiser de l'argent est à l'heure totale. Merci. Je vais donc mettre au vote cet amendement 722 avec un double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est rejeté. Même vote pour 359. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est rejeté. Le 300 de Madame Goulet. Oui, je vais le retirer, Monsieur le Président, mais je voudrais attirer l'attention du ministre, puisqu'on est entre nous ce matin. Il y a aussi un problème de filière d'immigration et de criminalité organisée autour des réseaux d'immigration. Je pense que c'est un sujet très important. Votre prédécesseur avait signé notamment avec Tracfin le 7 février dernier un accord pour essayer de juguler ces filières d'immigration clandestine. C'est un vrai sujet de criminalité organisée. Il n'y a pas que le narco, il y a aussi les filières d'immigration clandestine et je crois que c'est un sujet, on estime à 5 à 7 milliards le chiffre d'affaires réalisé autour des filières d'immigration. Donc il ne faut pas non plus que tout l'argent qui circule, et je partage ce que dit notre ami Benarroche sur l'utilité des associations, de toute façon c'est le système de délégation tel qu'on l'a constitué, mais il y a là un sujet qui me semble vraiment tout à fait important à prendre en considération. Je retire mon amendement, Monsieur le Président. Merci. Je vais donc mettre au vote l'amendement 729 de Monsieur Hochart avec un double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est rejeté. Même vote pour le 711. Même vote. Ils sont donc rejetés. Nous passons à l'amendement 1608 de Madame Narassiguin. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement concernant l'association Primo Levi qui aide les exilés victimes de violences. Cette association fournit un service indispensable
pour l'accompagnement post-traumatique, non seulement évidemment pour les personnes concernées au premier chef, mais aussi pour la sécurité des Français en accompagnant les personnes qui ont vocation à s'intégrer sur notre territoire dans leur santé mentale. On a pour la deuxième année consécutive une suppression des financements publics pour cette association qui la met en danger et elle va devoir se séparer d'un tiers de ses collaborateurs dans les mois à venir. Et donc nous appelons le gouvernement à rétablir le soutien qu'elle avait toujours apporté à cette association dans les années précédentes. Merci Madame la rapporteure, l'avis de la Commission. Pour nous, c'est un avis défavorable, mais je le remets à ce que le gouvernement voudra bien dire. Merci Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Président, c'est un avis défavorable. Je l'avais déjà expliqué en commission. Ce sont des fonds européens en fait, qui ne relèvent pas de ce projet de loi. Il y a un appel à projet et avec une sélection qui est faite sur des critères extrêmement précis. Donc voilà, donc il serait quand même assez illogique que le programme 104 vienne compenser cette absence de crédit, encore une fois, qui relève de fonds européens et qui est mis en œuvre après une sélection qui répond à des critères extrêmement précis, donc défavorable. Je vais donc mettre au vote cet amendement 1608 avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est rejeté. Nous passons au 889, Madame Narassiguin. Il s'agit là de garantir la pérennité de la présence associative au sein des centres de rétention administrative. Donc une discussion que nous avons déjà entamée dans les amendements précédents. C'est une présence qui est aujourd'hui menacée par la proposition de loi votée au Sénat le 12 mai 2025 qui confisque à certaines associations leur mission d'information et d'assistance juridico-sociale au profit de l'OFII. Donc vous l'aurez bien compris puisqu'il s'agit d'un euro symbolique, d'un amendement qui est un amendement d'appel à l'occasion duquel nous souhaitons interpeller le ministre de l'Intérieur en souhaitant qu'il affirme son soutien au maintien et à la stabilité des financements alloués aux associations conventionnées dans l'ECRA, en particulier dans les nouveaux centres ouverts en 2026. Merci Madame la rapporteure, l'avis de la Commission. Alors, Monsieur le Président, bien sûr, je vais redire la même chose. Sur les centres de rétention, nous avons voté donc, des budgets très conséquents qui vont permettre d'augmenter le nombre de places de rétention. Mais dans ces centres de rétention, depuis l'origine, se trouvent 7 jours sur 7 des associations militantes qui sont contre les centres de rétention, leur existence même, contre l'éloignement. Et nous avons des retenues 7 sur 10, je le rappelle, qui sortent grâce à une décision de justice. Nous avons un rapport de la Cour des comptes qui dit qu'il y a une embolisation des tribunaux, une intensité judiciaire qui est anormale. Donc on constate finalement que l'État s'arme pour lutter contre l'immigration irrégulière à travers les centres de rétention administrative qui permettent qu'il y ait encore des éloignements dans notre pays, mais par ailleurs, on maintient la présence des associations qui, elles, sont un frein à ce que la rétention fonctionne. Je rappelle bien sûr que les droits de la défense ne sont pas menacés si les associations ne sont pas présentes. Ça peut être l'OFII, et c'est notre proposition au Sénat, qui assure cette mission. C'est une faculté que le gouvernement a choisie depuis l'origine. Est-ce qu'on en change? Est-ce que sur le régalien, le gouvernement prend ses responsabilités? Ça fait 3 fois, Monsieur le Ministre, que je pose la question. Quelle est la réponse sur les centres de rétention et le maintien des associations dans ces centres de rétention? Merci Madame la rapporteure. Monsieur le Ministre, cette politique. Monsieur le Ministre, l'avis du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, pour répondre très clairement à la question qui est posée, je vous confirme, et je le redis, je l'ai vécu dans ma vie de fonctionnaire, qu'il y a effectivement des structures associatives qui ne font plus de l'assistance juridique, mais qui déposent des recours très systématiquement. Donc voilà, il y a une proposition de loi qui a été adoptée, qui sera ou pas inscrite à l'Assemblée nationale. En tout état de cause, le ministre de l'Intérieur que je suis, je ne m'exprime pas au nom du gouvernement, je m'exprime à titre personnel, je pousserai cette proposition. Je la pousserai à un moment, il faut savoir dire stop, et peut-être que ça fera bouger les lignes, bouger les choses, mais il y a d'autres structures qui sont tout à fait capables d'assurer une assistance juridique qui soit réelle, performante, et qui ne se traduise pas par des recours systématiques qui viennent en fait obérer nos capacités d'action. Voilà, donc à titre personnel, moi je pousserai cette proposition qui sera débattue, arbitrée ou pas, mais je pense qu'il y a des arguments objectifs pour ce faire. Monsieur Benarroche, pour explication de vote. En fait, j'arrive pas à comprendre, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, j'arrive pas à comprendre en fait. Aujourd'hui, il y a des marchés publics avec des critères, des obtentions. L'État donne à ces associations que vous venez de critiquer, Monsieur le Ministre, c'est lui qui les attribue, ces marchés. S'il y a des problèmes,
dans la réalisation. Pourquoi ne pas le signaler? Pourquoi ne pas faire de recours? Pourquoi ne pas y revenir, en fait, dans la réalité? C'est quand même une grande confusion, en fait, que vous mettez ici sur le tapis pour justifier, en fait, cette proposition de loi. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui empêche une association d'avoir une action militante et en même temps de répondre à des cahiers des charges et d'obtenir des marchés de l'État? À ma connaissance, non. Si vous voulez décider aujourd'hui que vous allez attribuer un certain nombre de subventions en fonction des lignes idéologiques des associations, il faut le dire clairement. À ce moment-là, on n'est plus dans une démocratie. Voilà, mais il faut le dire clairement. Merci Madame Goulet pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, moi je voulais dire tout notre soutien au rapporteur et à la proposition de loi qui a été votée. On ne peut pas empêcher des associations d'avoir des comportements individuels qui sont contraires à l'esprit dans lequel on les a désignés ou dans lequel on a attribué un marché public. Donc nous soutenons absolument la position et je remercie le ministre de ses explications. Merci Madame de La Gontrie pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. J'écoutais les propos de Madame Ciintu et le propos du ministre. J'ai l'impression qu'il y a une grande confusion. Madame Ciintu, elle défend depuis longtemps le fait qu'il faudrait qu'il y ait le plus d'expulsions possible, le moins d'étrangers, etc., etc. Très bien. Là, on parle d'un sujet dans lequel on parle de structures qui donnent des conseils juridiques, etc. Bien. Donc, ce que vous dites, Madame la rapporteure, c'est que, en fait, ce qui vous contrarie, c'est que le droit soit appliqué. Lorsque vous dites qu'un certain nombre de personnes sortent sur décision de justice, dans ce que vous indiquez, les termes qui sont importants, c'est décision de justice. Donc, c'est quand même très paradoxal qu'ici, au Parlement, on plaide sur le fait qu'il faudrait quand même que ces personnes ne puissent pas défendre leurs droits. Après, le ministre évoque le fait de recours systématique. Je mets de côté, puisque je n'ai pas le temps, la question du militantisme supposé. Mais, Monsieur le ministre, dans ce cas-là, il y a les procédures manifestement abusives. Donc, il y a d'autres moyens d'empêcher ce que vous évoquez. Donc, j'entends ce que vous dites, sauf que ce n'est pas le bon outil. Donc, grande confusion. Donc, Merci. on est favorable à l'amendement. Je vais donc mettre au vote cet amendement avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous passons à 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 892, Madame Narassiguin, et je vous propose de défendre le 891 dans la file. Oui, le 892 vise à inscrire au budget de l'État les moyens de formation linguistique rendus nécessaires par la loi Immigration-Intégration du 26 janvier 2024. J'en ai déjà parlé en discussion générale. Cette réforme ne s'accompagne d'aucun moyen supplémentaire en faveur de l'apprentissage linguistique. Et donc, il s'agit de pourvoir à ce besoin. L'amendement 891, dans le même esprit, propose de renforcer l'engagement de l'État vis-à-vis des centres sociaux, centres d'insertion et associations qui proposent des cours de français de langue étrangère aux étrangers arrivant en France, puisque comme justement nous savons que les moyens sont insuffisants sur cette mission pour la formation linguistique, nous savons que les étrangers devront probablement recourir à des associations pour tenter d'atteindre le niveau A2 qui est exigé. Et donc, il est important de favoriser le soutien à ces structures. Merci. Nous passons au 799, Madame Briand-Guillemot. Merci. Dans le même sens que les amendements qui viennent d'être défendus, nous considérons que la maîtrise de la langue française est un levier essentiel d'autonomie et d'intégration. Et nous demandons, dans ce contexte, un effort budgétaire supplémentaire qui semble indispensable pour accompagner réellement les personnes étrangères dans leur insertion et leur intégration. Merci, Monsieur Roux. Il est défendu. Monsieur Benaroche. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, la langue française est un outil indispensable d'intégration pour les étrangers. Comme j'ai pu le dire dans la discussion générale, l'OFII n'a plus les moyens d'organiser et d'accompagner cette intégration. Et les associations mises à mal depuis quelques années ne peuvent plus faire face. La grande dématérialisation des cours de français est un phénomène qui a été soulevé par les rapporteurs eux-mêmes. Sous prétexte d'économie, la politique publique devient inopérante. Comment imaginer des personnes souvent précaires ayant accès à du matériel informatique, à une connexion Internet et j'en passe. Certes, le budget prévoit l'accompagnement de personnes, seulement celles qui ne savent ni lire ni écrire, ce qui, bien entendu, n'est pas suffisant. Pas besoin d'être un étranger exilé pour comprendre combien l'apprentissage d'une langue étrangère nécessite plus qu'un outil informatique.
Sinon, chers collègues, dans cet hémicycle, nous serions tous bilingues, trilingues, quadrilingues. Nous parlerions toutes les langues, en fait, dans la réalité. Le problème des conjoints des Français de l'étranger a été également soulevé. C'est pourquoi notre groupe souhaite revenir sur ce changement et veut pouvoir permettre l'accès aux cours de français au plus grand nombre, qu'ils sachent lire, écrire ou non. Merci Madame la rapporteure. Quel est l'avis de la commission ? L'avis de la commission est défavorable. Nous donnons le temps d'apprécier finalement ces de nouvelles politiques en matière linguistique. D'abord, nous rappelons ce changement fondamental, c'est qu'avant, il s'agissait juste d'une assiduité au cours de français, peu importe le résultat. Maintenant, il y a effectivement un lien entre la longueur du titre de séjour et puis la sanction du fait qu'on atteint un certain niveau de français, un niveau qui est d'ailleurs réclamé par d'autres pays européens. On peut penser que ça veut dire qu'il y a une plus forte incitation pour les étrangers à apprendre la langue. Et surtout, j'avais noté dans mon rapport que de toute façon, ça ne fonctionnait pas. À Paris et en région parisienne ou dans toutes les métropoles, il y a trop de monde, donc les stages linguistiques se présentent mal. En province, on est effectivement éloigné du lieu où les groupes d'apprentissage se mettent en place. Donc au fond, voyons si aujourd'hui, là où il y a aussi beaucoup de parcours linguistiques offerts et de manière redondante à ce qui se faisait à travers le contrat d'intégration républicaine, si à travers notamment les employeurs à qui on va obliger à être beaucoup plus attentifs à la formation linguistique de leurs salariés, eh bien si ça marche, il est quand même normal que la main-d'œuvre qui profite à ces entreprises ait la possibilité d'apprendre le français, de se qualifier et donc de ne pouvoir rester au sein de ces entreprises que si on est attentif à ce qu'ils pourront apprendre pour s'intégrer dans notre pays. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. L'avis du gouvernement. Monsieur le Président, avis défavorable. Donc, je précisais qu'on est évidemment extrêmement attentif à la qualité de l'offre de formation linguistique. Et il convient de rappeler que celle-ci existe, qu'elle est réelle, en maintenant notamment les forfaits de 600 heures, en organisant des formations alternatives, par ailleurs des formations complémentaires. Voilà, il y a une offre qui paraît suffisamment conséquente, et donc il faut, comme l'a dit Madame le rapporteur, évidemment, la rapporteure, observer comment les choses vont évoluer, mais il serait de surcroît dommageable d'aller chercher ces crédits en augmentation sur le programme 303, qui permet aussi de lutter contre l'immigration irrégulière, donc défavorable. Merci, je vais donc mettre au vote cet amendement 892 avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est rejeté. Même vote pour le 891, même vote pour le 799, le 1415, même vote, le 1578, même vote, ils sont donc rejetés. Nous passons à deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 1583, M. Benaroche. Monsieur le Président, par cet amendement, notre groupe vise à renforcer les moyens dédiés au personnel de santé au sein des CRA. Ces derniers jouent un rôle prépondérant dans l'accès aux soins et la mise en œuvre du respect du droit à la santé. Les rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté soulignent des carences persistantes dans la couverture médicale des CRA, insuffisance des permanences médicales, notamment avec le manque de médecins le week-end, manque de continuité des soins, difficulté d'accès à la psychiatrie ou à la médecine spécialisée. Ces constatations ont également été faites par une association qui, jusqu'à présent, jusqu'à ce que vous en décidiez le contraire, est toujours dans les centres, c'est la CIMAD. Cet amendement vise donc à allouer des moyens supplémentaires spécifiquement dédiés à l'amélioration de l'accès aux soins dans les CRA afin de garantir une prise en charge médicale adéquate et respectueuse des droits fondamentaux des personnes retenues. Merci Madame Narassiguin pour le 886. Oui, merci Monsieur le Président. Dans le même esprit, il s'agit de renforcer les moyens dédiés au personnel de santé dans les CRA. On a donc un nombre de places qui est prévu en augmentation, mais les moyens alloués à la prise en charge sanitaire n'augmentent pas du tout dans les mêmes proportions, alors que l'accès aux soins est un droit fondamental qui doit être garanti à toute personne. Donc des crédits qui doivent augmenter pour mieux prendre en compte de la prise en charge sanitaire des personnes retenues en CRA, mais aussi pour permettre le recrutement de psychiatres, de sorte que chaque CRA soit doté d'un professionnel de santé mentale. Merci. Merci Madame la rapporteure. L'avis de la Commission. C'est une demande de retrait. Bien sûr qu'il faut des unités médicales spécifiques dans ces centres. On est bien sûr pas en désaccord sur le droit de voir un médecin, mais ce que nous rappelons, c'est que dans les centres de rétention, il faut surtout que les retenus repartent le plus rapidement possible avec des délais raccourcis dans leur pays d'origine. Monsieur le Ministre.
Monsieur le Président, donc concernant, donc l'avis sera défavorable. Hein, il nous semble que l'amendement est d'ores et déjà satisfait puisqu'il existe des unités médicales dans les CRA qui ont des conventions avec les établissements de santé et qui fonctionnent de manière satisfaisante. Je rappelle que par ailleurs l'État a dépensé pour ces unités médicales dans les CRA, les UMCRA, dans 24 CRA, un montant de 13 millions d'euros en 2025, que des dépenses sont bien prévues pour les nouveaux CRA qui verront le jour en 2026, notamment Dunkerque et Bordeaux. Donc voilà, l'avis est donc défavorable. On a déjà ces unités qui fonctionnent et qui fonctionnent de manière satisfaisante, donc défavorable. Monsieur Benaroche pour explication de vote. Oui, deux choses, Monsieur le Ministre. La première, vous dites que ça fonctionne de façon satisfaisante. Personnellement, j'ai visité à peu près une demi-douzaine de CRA dans un certain nombre de CRA plusieurs fois. À chaque fois, je m'arrête dans ces parties des CRA où se trouvent les services de santé. Et comme le contrôleur général des lieux de privation de liberté, je constate la même chose que lui, en fait, ce qui ne semble pas être votre constat. Je constate qu'effectivement, il manque de moyens, il ne fonctionne pas de manière satisfaisante. Ce n'est pas la faute du personnel qui y est, hein. Alors il faut bien plus que le travail auquel normalement il devrait effectuer, comme beaucoup d'ailleurs de fonctionnaires à tous les niveaux. Mais c'est lié au manque de moyens évident et à l'impossibilité d'accomplir certaines fonctions. Et d'ailleurs, dans ces CRA, pour être très très clair, les gens qui sont le mieux au courant, parce que c'est eux qui restent très souvent le plus longtemps dans les CRA, qui persistent. À Marseille, c'est notable. Des gens qui arrivent, qui ressortent, qui reviennent, qui ressortent, qui sont souvent les mêmes d'ailleurs. Ceux qui les connaissent le mieux, qui connaissent le mieux leur état et l'avancée de leur dossier, c'est souvent les personnels de santé, c'est contradictoire. Mais ils ne sont pas assez pour faire la mission qui est demandée. C'est pour ça qu'on demande un budget supplémentaire, surtout qu'il va y avoir un nombre de CRA supplémentaires important. Je vais donc mettre au vote ces deux amendements avec un avis défavorable, un double avis défavorable. Alors le 1583 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est rejeté. Et le 886, même vote, ils sont donc rejetés. Nous passons au 727, Monsieur Auchard. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d'euros les crédits liés à la lutte contre l'immigration, permettant d'exécuter ainsi les OQTF qui ne sont pas assez exécutés. Et puisque c'est mon dernier amendement, quelques mots pour prendre ma minute sur les débats qui ont été en fait assez rapides ce matin. Je vous en remercie Monsieur le Président. Ils ont été rapides et éclairants. On a d'un côté la gauche unie, la gauche immigrationniste, celle qui voit jamais le danger, qui veut toujours plus d'accueil, toujours plus de dépenses, toujours plus de laxisme. C'est ce qu'elle a défendu ici ce matin dans cet hémicycle. Et de l'autre côté, le Rassemblement national, bien seul face au déni, mais cohérent et fidèle face à ce que pensent des millions d'électeurs, des millions de Français, ces mêmes millions d'électeurs qui avant votaient pour la gauche et que vous avez abandonné. Je vous en remercie. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission? C'est une demande de retrait. Monsieur le ministre. Demande de retrait également, Monsieur le Président. Je vais donc mettre au vote cet amendement de 1627 avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est rejeté. Nous passons au 1581 de Monsieur Benaroche. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement concerne les opérations de sauvetage en mer. 8 938 personnes ont disparu sur les routes migratoires en 2024, d'après l'Organisation internationale pour les migrations. 8 938. Les naufrages ne cessent de se multiplier et depuis janvier 2005, au moins 27 personnes sont décédées dans la Manche en tentant de faire la traversée jusqu'en Angleterre dans des embarcations de fortune. Naufrages ayant lieu parfois dans des conditions assez troubles. Les actions judiciaires contre les passeurs se multiplient. Les mises en cause de certaines non-militaires pour non-assistance à personnes en danger, hélas aussi. Face à la multiplication de ces traversées dangereuses, de nombreuses associations se mobilisent pour effectuer des missions de recherche et sauvetage en mer, et ce malgré de nombreuses pressions administratives, politiques et judiciaires. Aussi, notre groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souhaiterait voir la mise en œuvre d'une politique de sûreté en mer pour ces personnes tentant des traversées en Manche, en Méditerranée et dans nos eaux territoriales. Merci. Quel est l'avis de la commission, Madame la rapporteure? C'est une demande de retrait car on considère que le débat ne peut pas avoir lieu dans le cadre de la loi de finances. Merci, Monsieur le Ministre. Avis du gouvernement. Monsieur le Président, même avis, je crois que cet amendement n'a pas forcément sa place ici dans cette discussion sur le projet de loi de finances 2026, mais me dire aussi à Monsieur le sénateur Benaroche que, comme vous le savez, nous faisons énormément de choses pour limiter ces traversées. Ça passe par la lutte des filières d'immigration illégale en coopération avec les pays de départ, puis ça passe par le dispositif renforcé que nous avons sur les côtes de la Manche.
et les interventions en mer. On a plusieurs navires étatiques qui interviennent effectivement, et ce qui fait qu'au moment où je vous parle, l'an passé, on avait eu 78 personnes qui étaient décédées lors des traversées, donc le nombre de décès actuellement est en forte baisse. Il faut évidemment s'en réjouir. Il y a beaucoup d'interventions. Il reste sans doute beaucoup à faire. Mais donc voilà. Donc pour ce qui concerne le gouvernement, l'avis est défavorable. Et nous avons bien des actions de sauvetage en mer nombreuses, indépendamment de la création de ce programme. Merci. Je vais donc mettre au vote cet amendement avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous passons à un autre amendement de M. Benaroche, le 1580. C'est un amendement qui concerne l'accueil psychosocial des femmes primo-arrivantes demandeuses d'asile. Cet amendement propose de lancer une expérimentation de permanence médico-psychosociale destinée aux femmes au sein des structures de premier accueil des demandeurs d'asile, les SPADA. Les SPADA constituent la première interface du dispositif national d'accueil et accompagnent notamment les personnes non hébergées par l'OFII dans leurs démarches administratives et sociales. Parmi elles, plus de 40% sont des femmes, souvent confrontées à des violences sexistes et sexuelles sur l'ensemble de leur parcours migratoire, depuis leur pays d'origine jusqu'à leur arrivée en France. Les femmes demandeuses d'asile ont 18 fois plus de risques d'être victimes de viols que la population générale. Seule 1 sur 10 sollicite un accompagnement médical ou judiciaire. Les SPADA constituent un lieu privilégié pour repérer ces situations de vulnérabilité et orienter les femmes concernées vers des soins, une aide psychologique ou un hébergement sécurisé, comme a pu le démontrer l'expérimentation mise en place par l'association France Terre d'Asile à Paris, encore une association. Aussi, par cet amendement, nous souhaiterions permettre le financement à titre expérimental de ce dispositif dans 3 autres départements. Merci Madame la rapporteure. Quel est l'avis de la commission? C'est une demande de retrait, bien que je sois très sensible à ce besoin d'assurer un accompagnement psychologique à destination des femmes. Mais de nombreuses associations et structures publiques développent déjà de telles offres de soins. À titre d'exemple, l'assistante publique des hôpitaux de Paris propose un dispositif d'e-parcours avec une équipe pluridisciplinaire qui accompagne de manière globale les personnes exilées ayant vécu des violences sexuelles et sur une durée non négligeable de 4 ans. Merci, Monsieur le Ministre. L'avis du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, mais exactement le même avis que Madame la rapporteure. Le besoin est déjà satisfait. On a énormément de structures qui interviennent. Voilà, je ne les citerai pas. Madame la rapporteure l'a fait, donc avis défavorable. Merci, Monsieur Benaroche, pour explication de vote. Oui, désolé d'abuser peut-être, mais bon, encore une fois, les réponses ne me satisfont pas. Pourquoi? D'abord parce que vous mettez en avant des associations qui le font à la place de l'État. Alors qu'il y a encore 10 minutes, Madame la rapporteure, vous disiez qu'on ne pouvait pas faire confiance à des associations qui à la fois défendaient quelque chose que vous appelez d'idéologique et en même temps accomplissaient un certain nombre de fonctions où elles compensaient les carences de l'État. Donc je dirais quelque part, il faudrait avoir une certaine cohérence quand on avance à ce niveau-là. Donc, heureusement qu'il y a ces associations, dont France Terre d'Asile, d'ailleurs, qui est une des associations qui travaille dans l'ECRA, voilà, comme la CIMAD tout à l'heure. Donc, à chaque fois, ce sont des associations. Et les structures dont vous parlez, bien sûr qu'elles font leur boulot. Bravo à la PHM aussi de faire du travail dans ma région à ce niveau-là. Mais ce qu'on demande, nous, c'est que l'expérimentation qui est faite par l'État, on la fasse maintenant à Paris, on la fasse sur 3 départements. Donc, on demande un budget de l'État pour le faire. C'est un peu différent, quoi. C'est ça notre demande, si, au cas où. Voilà. Merci. Je vais donc mettre au vote cet amendement 1580 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration figurant à l'état B. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'explication du délai limite. Je vous rappelle que la Commission des finances est favorable à l'adoption des crédits de cette mission. Je mets donc aux voix les crédits de la mission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont acceptés. Nous allons procéder à l'examen de l'amendement portant sur les objectifs des indicateurs de performance de la mission Immigration, Asile et Intégration figurant à l'état G. Et donc je suis saisi d'un amendement 864 de Madame Narassiguin. Oui, il s'agit d'un amendement qui vise à intégrer un nouvel indicateur dans les documents budgétaires dans l'objectif de faire la lumière sur l'ampleur des décisions de retrait des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Au fur et à mesure du durcissement de la législation en matière d'asile, les décisions de retrait des conditions matérielles d'accueil se sont multipliées sans qu'on sache combien de demandeurs d'asile sont actuellement affectés par ces décisions. Le directeur général de l'OFII avait été interrogé sur ce sujet à l'Assemblée nationale en juin 2021. Il avait alors pris l'engagement devant les députés que le rapport annuel de l'OFII comprendrait désormais des informations très précises sur ce sujet. 4 années ont passé sans que ces informations pourtant essentielles figurent dans le rapport annuel de l'OFII.
Donc cet amendement propose que le nombre de décisions de retrait et de conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile constitue un indicateur budgétaire, de sorte à ce que le Parlement dispose de toutes les informations nécessaires pour apprécier l'évolution de l'enveloppe allouée au financement de l'ADA. Et pour les mêmes raisons, l'amendement propose que le nombre et le pourcentage des demandeurs d'asile sous procédure Dublin qui bénéficient des conditions matérielles d'accueil constituent également un indicateur budgétaire. Merci Madame la rapporteure. L'avis de la commission. Ce sera un avis de sagesse, parce que même si habituellement je ne suis pas pour la multiplication des indicateurs, ça pourrait en effet être intéressant d'avoir plus d'informations sur le nombre de décisions de retrait des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans les documents budgétaires, afin d'apprécier l'évolution de l'enveloppe de dépenses d'ADA. Merci. Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Monsieur le Président, une précision sur ce point. Bon, en général, les indicateurs, c'est plutôt pour apprécier les objectifs de politique publique. Hein. Là, sur ces demandes de retrait, on est sur une application pure et dure du CESEDA. Hein. Donc bon, on n'est pas dans un objectif de politique publique, comment on apprécie la mise en œuvre d'une politique publique. Donc voilà, ça fera encore énormément de travail pour les agents de l'administration. Donc je ne crois pas qu'on soit dans les critères stricto sensu d'avoir des indicateurs de performance sur ces sujets, mais bon, écoutez, sagesse également hein, sur ce sujet. Voilà, sagesse également si ça peut éclairer la représentation nationale. Ok, donc à la fois sur les retraits d'allocations matérielles. Sagesse. Eh bien, je vais donc mettre au vote cet amendement avec un double avis de sagesse qui est pour, qui est contre. Ah, alors, qui est pour ? Qui est contre? Il est rejeté. J'appelle en discussion les amendements tentant à insérer des articles additionnels qui sont rattachés pour leur examen au crédit de la mission Immigration, Asile et Intégration. Nous passons donc à deux amendements identiques. Le 18, Madame Cientu de la Commission. Des avis favorables bien, sur ces amendements qui sont identiques. Alors, non, c'est à vous de le présenter, pardon. Ah bien je suppose que vous êtes favorable à votre amendement, mais du coup, il faudrait le présenter avant. C'est plus cohérent. Alors, simplement, il ne s'agit pas de vouloir atteindre à la rémunération des avocats, mais simplement l'aide juridictionnelle et les frais irrépétibles versés par l'OFPRA avant n'étaient pas systématiquement demandés devant l'OFPRA. Désormais, ça devient un vrai sujet financier. Et aujourd'hui, les frais répétibles dus par l'OFPRA ont doublé depuis 2021 et ils passent de 4 millions à 8 millions. C'est désormais le 4e poste de dépense de l'OFPRA qui génère un déficit structurel qui n'est que partiellement compensé par une revalorisation de la subvention pour charges de service public. Les avocats des demandeurs d'asile tendent à préférer les frais irrépétibles qui sont 2 fois plus rémunérateurs que l'aide juridictionnelle. L'an passé, un seul et même avocat a touché 250 000 € de frais irrépétibles de la part de l'OFPRA. Cet amendement crée certes une certaine spécificité procédurale devant la CNDA, mais le contentieux de l'asile est déjà particulier dès lors que l'aide juridictionnelle est de droit devant cette juridiction. L'adoption de cet amendement aura pour effet de générer 4 millions d'euros d'économies par an pour le budget de l'État. Monsieur le rapporteur, amendement identique. Il est défendu. Je vais donc mettre, monsieur le ministre, votre avis. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur ce sujet, je voudrais rappeler qu'en application de l'article 75 donc de la loi du 10 juillet 91 relative à l'aide juridique, l'OFPRA est régulièrement condamnée en fait, par la CNDA au versement de sommes correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépenses dits frais irrépétibles. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie pendante à payer cette somme. Alors, en application de l'article 37 de cette même loi de 91, les frais irrépétibles viennent remplacer l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle à laquelle les avocats renoncent lorsque l'OFPRA est condamné. L'OFPRA assume ainsi le montant des honoraires d'avocats via cette condamnation aux frais irrépétibles et qui plus est avantageuse d'un point de vue pécuniaire pour l'avocat, incité à les solliciter. Cette dépense, qui représentait 139
139 780 € en 2016, pèse désormais plus de 8 millions au budget de l'OFPRA. 8 millions. Donc un régime dérogatoire en matière d'asile se justifie par la situation spécifique de l'OFPRA. Dans la grande majorité, 83% des décisions de rejet font l'objet d'un recours et de celles des requérants devant la CNDA qui bénéficie de plein droit de l'aide juridictionnelle. Donc le gouvernement, Monsieur le Président, est favorable à cet amendement. Très bien, je vais donc donner la parole à Madame de La Gontrie pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui est plus important que les termes assez peu compréhensibles par des non-praticiens, puisqu'effectivement, cela consiste de manière totalement inédite dans notre droit à plafonner le montant que les avocats peuvent demander au titre des procédures qu'ils engagent, à charge pour eux d'en convaincre le juge, et je peux vous dire que ce n'est pas si aisé. Ces frais couvrent notamment les déplacements. Vous savez que depuis un an, la CNDA a été déconcentrée. Il y en a désormais 5 dans toute la France. Et donc, ça a vocation à plafonner au montant de l'aide juridictionnelle. Aujourd'hui, l'aide juridictionnelle pour ce type de recours, c'est environ 600 €, dans lequel il y a un taux de TVA. Et j'indique qu'un cabinet a en général entre 40, 50, voire 60% de charges. L'Assemblée avait, dans sa grande sagesse, l'année dernière, décidé de rehausser le plafond par un amendement conjoint Gosselin-Mouchou, en indiquant qu'il fallait que ça monte à 150% pour ne pas être trop élevé. Et c'est, me semble-t-il, la sagesse. J'indique, et j'en aurai terminé, merci Monsieur le Président, 2 choses. D'une part, la CNDA a un taux de réformation qui est important. Par contre, des là, il faut décisions vraiment de l'OFPRA. De 20%. Je vais donc donner la parole à M. Enfin, Benarroche. je pense que cet amendement n'est pas constitutionnel, car c'est un Merci, cavalier M. Benarroche, budgétaire. à vous la parole. Merci Madame de La Gontrie de cette explication que je partage totalement. Je rajouterai moi aussi 2 choses, puisque Madame de La Gontrie n'a pas pu le faire, et c'est peut-être pas les mêmes d'ailleurs. La première, c'est qu'effectivement, il y a 7 CNDA territorialisées qui sont en cours d'ouverture, 2 qui ouvrent au mois de janvier. Et en fait, quand vous allez faire le tour des CNDA, je suis désolé, Monsieur le Ministre, je fais le tour des CRA, mais je fais aussi le tour des CNDA territorialisés, et que vous discutez avec les magistrats et avec les présidents de ces juridictions, ils ont 2 principaux problèmes, et l'un des 2, effectivement, c'est de trouver des avocats localement qui puissent venir assumer les affaires qui sont audiencées. Et donc, en fait, c'est leur recherche. Et leur recherche, pour l'instant, elle a du mal à se constituer dans certains endroits. Et donc, je pense que, proprement parlé, la mesure que vous prenez là est une mesure de frein qui empêchera le bon développement de ce que vous avez vous-même lancé, que nous avons voté, qui est les CNDA territorialisés. Et la deuxième chose, plafonner les honoraires d'avocats, ok, d'accord, pourquoi pas, mais il faut le dire clairement. Et alors, à ce moment-là, pourquoi ne pas plafonner les dividendes des grands actionnaires ou les bénéfices des sociétés cher collègue. La parole est à notre collègue Sophie. Vous êtes pour la libre entreprise, il me semble. Briand-Guillemont. Merci, Monsieur le Président. Dans le même sens. Alors, c'est un amendement qui part du constat que les frais irrépétibles pèsent de plus en plus dans le budget de l'OFPRA, et c'est vrai. Alors, pourquoi ? Parce que la CNDA condamne de plus en plus fréquemment l'OFPRA aux frais irrépétibles, parce que c'est à la libre appréciation du juge et de la Cour. Et c'est ce que dit le rapport de la Cour des comptes sur le sujet. Donc là, en fait, on va créer une exception à une règle générale qui s'applique à tous les avocats, uniquement pour les avocats en droit d'asile. Et pourquoi ? Pour des raisons purement budgétaires, ce qui ne nous semble pas être une bonne raison de prendre des politiques publiques. Merci. Je vais donc mettre au vote ces deux amendements identiques, avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ils sont adoptés. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces débats sur le projet de loi de finances 2026. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site publicsénat.fr. Et puis on décrypte ce budget tous les jours sur Public Sénat. À très vite donc et belle journée sur les chaînes parlementaires.